Bonjour à toutes et à tous, j'essaie de trouver un petit coin pour que tout le monde puisse voir. Je vais vous parler de la stratégie de Renault sur le véhicule électrique. Alors le véhicule électrique n'est évidemment pas une invention, ça a été cité avant. Il existe des véhicules électriques depuis le début du siècle, il y a eu des tentatives répétées d'introduction de véhicules électriques avec plus ou moins de succès et plus ou moins de bonheur. Probablement les technologies n'étaient pas suffisamment au point pour l'envisager complètement. Renault s'est engagé dans une stratégie du véhicule électrique populaire, et c'est important, électrique et populaire. Donc ça sera, vous allez voir, on va développer une gamme de véhicules 100% électriques. Et puis populaire, c'est-à-dire que ça ne sera pas une stratégie de niche. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des véhicules électriques, si vous avez 300 à 400 000 euros, vous pouvez vous acheter une Tesla qui est un très très bon véhicule électrique, qui a une autonomie suffisante et avec laquelle vous pouvez faire de bonnes choses. C'est un véhicule de sport. Par contre, ce que nous visons, nous, c'est un prix d'achat comparable aux véhicules thermiques de la même catégorie. Et avec un coût d'usage compétitif, le prix de l'électricité étant ce qu'il est. Et puis ce qu'on va vous proposer, c'est une gamme complète de 4 véhicules à partir de 2011. Donc on a 2 véhicules qui sont des véhicules qui existent déjà sur base thermique, qui sont la Fluence qui vient de sortir en thermique et puis le Kangoo. La Fluence, donc ces 2 véhicules ont été électrifiés, c'est-à-dire qu'on a sorti la chaîne cinématique thermique et on l'a remplacée par une chaîne électrique, donc une batterie et un moteur électrique, avec un peu plus de technologie autour pour optimiser l'autonomie. Fluence sera plutôt destiné aux flottes en particulier. Fluence aussi est le vecteur, enfin le porteur du partenariat qui a été signé avec Better Place, dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis Kangoo Z2 qui est destiné aux flottes, principalement la Poste, sur ce trajet loire. On a aussi 2 développements complètement électriques. Donc une chose ici qui n'est pas vraiment voiture, qui est un quadricycle à 2 places en tandem, qui est vraiment destiné à nos populations urbaines, qui est situé dans un monde qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. C'est pas un scooter, c'est pas une voiture, c'est quelque part entre les deux et c'est 100% électrique. Et puis Zoé, dont vous voyez ici une image qui ne ressemble pas du tout à ce que vous verrez dans la rue en 2012, qui est destinée à ce qu'on appelle les commuteurs, c'est-à-dire les gens qui font les trajets domicile-travail, dont on a parlé tout à l'heure dans l'exposé Commuto. Alors, véhicule électrique, prochaine rupture automobile, c'est un pari audacieux parce qu'il y a eu plusieurs échecs dans le passé, mais c'est nécessaire et calculé, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est nécessaire et pourquoi c'est calculé. Aujourd'hui, dans le VE, dans le véhicule électrique, même s'il y a eu beaucoup de développement et beaucoup d'inventions de véhicules électriques, tout est innovant. Les moteurs sont des nouveaux moteurs électriques, c'est une nouvelle technologie, une nouvelle génération de moteurs électriques qui est en train de place. Ce sont des typages de moteurs électriques qui existent dans l'ensemble de l'industrie. Vous avez des voitures de golf, mais vous avez aussi tout ce qui est les engins de manutention ou autres. Ces moteurs-là, le besoin pour l'industrie automobile d'un moteur électrique est complètement différent. Et c'est un développement assez lourd et assez long sur cet aspect-là. Les batteries sont des batteries lithium-ion que vous connaissez, mais là encore, la technologie lithium-ion atteint un niveau de maturité qui permet de l'envisager de façon pertinente pour l'industrie automobile. Des systèmes de recharge, et notamment des stations d'échange de batteries, qu'on appelle les stations quick drop, de batterie en 2 minutes. Donc vous arriverez avec le véhicule, vous vous installerez, la batterie sera déchargée du véhicule et une nouvelle batterie sera chargée dedans. Et puis c'est aussi un nouveau business model où côté véhicule, on a la vente ou la location du véhicule, côté automobile, côté Renault, pardon. On a la vente ou la location du véhicule tel qu'elle existe aujourd'hui. Mais il y aura aussi la partie de la batterie qui sera pour l'instant qui sera en location. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les opérateurs, c'est-à-dire les fournisseurs d'énergie, les fournisseurs de services associés à toute cette énergie et d'infrastructures associées à cette énergie. Et puis il y a un développement de nouveaux partenariats entre des mondes qui ne se connaissaient pas ou ne se parlaient peu avant. On a des partenariats qui ont été signés avec EDF, avec RWE, qui est un grand énergéticien, un grand fournisseur d'électricité en Allemagne, avec Singapour, Energy Market Authority, c'est l'agence de régulation de l'énergie à Singapour, et puis avec Better Place, qui est une société qui s'est constituée et qui rentre dans ce marché-là de fournisseurs de services de mobilité. Alors, dans les défis de l'industrie automobile, c'est un pari nécessaire parce qu'aujourd'hui la dépendance vis-à-vis du pétrole s'accroît. La volatilité et les hausses du pétrole, même si on est avec la crise, on est dans une partie basse du prix du pétrole. Le pétrole devra repartir à la hausse dès que l'économie repartira. Aujourd'hui, en France, 50% de la consommation française de pétrole est destinée à l'automobile. Il y a des nuisances qui sont de plus en plus mal acceptées. Nuisances locales, les nuisances sonores, pardon, et les pollutions locales. Et puis aussi, on est dans un processus d'urbanisation croissante. 50% de la population dans le monde était urbaine en 2006. Les prévisions montrent qu'en 2050, ce qui est très proche en fait, on sera à des taux de 70% voire plus.
Et puis il y a toute la lutte, tout le débat et toute la volonté aujourd'hui de la réduction des émissions de CO2, avec les engagements de nombreux pays, le COP15 entre autres, et puis des réglementations européennes contraignantes à l'horizon 2020, des réglementations européennes qui ne sont pas récentes, hein, puisque depuis pas mal d'années, l'ensemble des constructeurs automobiles est forcé de réduire ce qu'on appelle le CAFE, la Corporate Average Fuel Emission, l'émission de grammes de CO2, et d'année en année, le taux accepté est sévérisé. Notre vision, c'est qu'en termes de réponse écologique, c'est un bilan CO2 positif, c'est-à-dire quand vous prenez ce qu'on appelle du puits à la roue, ou from wheel to wheel, le véhicule électrique, même dans le pire cas, c'est-à-dire un pays qui a une électricité produite essentiellement au charbon ou au pétrole, ce qui est le cas de l'Allemagne par exemple, le bilan CO2 du véhicule électrique est comparable au meilleur des diesels connus aujourd'hui. Si vous prenez des pays qui sont 100% énergie propre, c'est-à-dire des éoliennes ou des marées motrices, là, le bilan émis est de 0 g de CO2 sur l'ensemble de l'utilisation du véhicule dans sa vie. Vous prenez le mix de la France, on a 12 g de CO2 par rapport à 136 g de CO2. Et puis on a aussi tout ce qui est l'absence de nuisances locales avec les véhicules électriques, puisqu'on n'a aucune émission polluante, ni de NOx, ni de nitrate, ni de gaz, ni de fumée. Et puis aussi, on n'a aucune nuisance sonore, puisque le véhicule électrique est totalement silencieux, voire même un peu trop silencieux. Pourquoi aujourd'hui on envisage l'introduction du véhicule électrique? C'est parce qu'on commence à entrevoir des autonomies de trajet qui sont suffisantes. La vision qu'on a aujourd'hui, c'est 160 km. Il est probable qu'on ira plus loin que ça. Et ça, c'est dû aux nouvelles batteries lithium-ion, qui est une technologie qui est apparue dans les années 90, qui était à peu près au même niveau que les technologies lithium-métal qui existaient dans les années 70. Les progrès ont fait qu'on arrive aujourd'hui, à 20 ans après, à une maturité de la technologie qui apporte un compromis entre densité énergétique et durabilité de la batterie, c'est-à-dire nombre de cycles de recharge qui est pertinente. On a 20 ans, on voit qu'on a, pour le développement de futures technologies qui sont en cours aujourd'hui dans les laboratoires, qui permettent d'avoir plus d'énergie, mais avec des contraintes sur les cycles, encore une vingtaine d'années devant nous, qui permet donc d'introduire le véhicule électrique et d'avoir cette autonomie. Et puis, on peut recharger à tout moment. Les batteries lithium-ion n'ont pas les effets qu'avaient les anciennes batteries d'effet mémoire ou de saturation. C'est aussi une autonomie suffisante pour beaucoup d'usages. Toutes les études qu'on a pu faire ou voir montrent que 87% des trajets quotidiens se font moins de 60 km. C'est le trajet de domicile-travail. Et que 32 voitures du segment B, c'est-à-dire le segment Clio 206, ne font jamais plus de 150 km. Alors, elles ne font jamais plus de 500 km parce qu'elles ne partent jamais sur des longs trajets, elles ne partent jamais en vacances. C'est pas parce qu'elles sont punies, c'est simplement parce que c'est généralement la deuxième voiture de la famille et qu'elle ne fait que les petits trajets autour de la maison ou en ville. En termes de système de recharge, donc là on a pensé une infrastructure de recharge assez large et assez diversifiée. Ça va de la recharge classique, c'est-à-dire que vous pouvez le brancher chez vous sur votre prise 10, 16 ou voire 32 ampères, et là vous avez sur la prise domestique où qu'elle se trouve une capacité d'une durée de charge de 4 à 8 heures. On va avoir des infrastructures de charge rapide, c'est-à-dire des charges avec des stations de charge plus puissantes. Donc cette fois-ci, ça demande des infrastructures un peu plus lourdes, mais qui permettra de charger entre 20 et 30 minutes. Là, ça sera essentiellement soit en voirie, soit en parking de supermarché, soit en parking collectif de travail. Et puis on aura, comme j'ai présenté déjà avant, la station de Quick Drop, donc l'échange de batterie. Vous arrivez à une station de service, vous rentrez avec votre véhicule avec la batterie quasi déchargée, elle est démontée, remontée automatiquement et vous repartez dans les 3 minutes. Et on associera à tout ça une navigation intelligente qui sera calculée. En même temps, l'autonomie est d'avoir un repérage sur les stations de service les plus proches des stations de service, les stations de recharge les plus proches autour du véhicule. C'est aussi un véhicule économique. Le modèle économique aujourd'hui montre, alors avec les bonus de gouvernement, que le véhicule thermique sera vendu, le véhicule électrique sera vendu au prix du véhicule thermique. Par contre, à l'usage, par rapport à un véhicule thermique, quand vous compilez les coûts de maintenance et les coûts du pétrole, les coûts de l'énergie, véhicule électrique, maintenance, loyer batterie et prix de l'électricité est moins cher que le véhicule thermique. Alors, le business model est aussi innovant, puisque là on introduit la partie opérateur. Côté constructeur, côté Renault, donc on a la vente, la location, mais on a aussi la batterie qui sera louée. Et puis côté opérateur, il y aura la planification de l'infrastructure de charge, les solutions de recharge à la maison, la fourniture d'électricité et d'un packaging.
de facilité de recharge, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer chez vous, brancher votre véhicule, et c'est le système, l'intelligence qui sera dans le système installé chez vous qui gérera la charge au moment où l'électricité est la moins chère, et qui permettra de réguler l'ensemble des charges et qui vous soustraira tout souci de ce côté-là. Et puis une facturation intelligente. Tout ça avec un seul point d'entrée pour simplifier la vie du client, c'est-à-dire qu'il n'est pas besoin de faire un contrat chez Renault, puis un contrat pour la location de la batterie, puis aller voir après l'opérateur pour faire son contrat. L'ensemble de ces contrats seront pris dans le réseau Renault avec le même vendeur. Alors, en termes de positionnement dans la chaîne de valeur qui est un peu modifié, qui est assez facilement modifié par rapport à ce qu'on existait avant. Avant, Renault était principalement situé dans les carrés jaunes foncés, donc dans la fabrication de véhicules, et partageait une partie de la chaîne de valeur dans la distribution de véhicules, le financement et la réparation. Avec le modèle électrique, on a une double chaîne de valeur en fait, et même une triple chaîne de valeur, vous le verrez après. Une première chaîne de valeur qui est la même chaîne de valeur que celle qui existait avant sur la fabrication du véhicule et le financement, et puis une chaîne de valeur sur la fabrication de la batterie. Là-dessus, vient se greffer la gestion de parc, où là, on a de la valeur ajoutée sur le contrôle du parc et les optimisations d'usage, sur le second marché, sur le recyclage des véhicules et des batteries, et puis sur le véhicule to grid, c'est-à-dire de restituer de l'énergie qui est dans les véhicules, de permettre aux opérateurs énergéticiens de réguler leur propre production d'électricité en fonction du parc automobile qui existe. Et puis, côté service, il y a toute la navigation, toute l'assistance, toute la connectivité. La connectivité au sens large, c'est-à-dire de faire rentrer dans la voiture ce que vous avez aujourd'hui, soit dans vos iPods, dans vos iPhones, pardon, soit sur BlackBerry, soit dans vos ordinateurs, le faire rentrer dans la voiture et avoir une intelligence et une connectivité, voire créer un réseau, une collectivité autour du véhicule électrique. Côté carburant, donc là c'est un métier qui n'est pas chez Renault, mais sur lequel on noue des partenariats, c'est toute la partie infrastructure, la production, l'installation d'infrastructures, soit chez les particuliers, soit dans la voirie, la vente d'infrastructures, la production, la vente d'électricité, le management de la demande, comme j'ai expliqué, bien réguler la demande, pas avoir tous les véhicules qui tirent en même temps à la même heure le soir quand ils chargent, le smart grid, et puis la facturation des forfaits, la monétique, le roaming, toute une série de panoplies de services qui sont en cours de développement, voire certains déjà développés dans d'autres pays européens. Je passe. Pour nos services. Alors pour nos services sur le smart grid, la connexion, elle est la gestion d'un parc de batteries. Lorsque vous aurez 200 300 000 véhicules, vous avez un parc énergétique de batteries chargées qui permet, selon les études qu'on a aujourd'hui, et EDF avait étudié il y a quelques années le fait de se doter eux-mêmes d'un parc de batteries pour réguler leur fourniture d'énergie, qui permet de réguler, de ne pas avoir de démarrer des tranches de centrales lorsque la demande augmente. Là-dessus, sur le Smart Grid, il y a un métier à construire, une valeur ajoutée à capturer là-dessus. Je passe la parole à Odile, qui va vous parler de nous. Merci Simon, bonjour à tous. Je crois que Simon vous a rassuré sur la capacité d'innovation de Renault sur les véhicules électriques, mais je voudrais aussi rassurer Monsieur Maté que s'il veut se décoiffer avec des Renault, il n'y a pas de problème, parce que pour l'été prochain, on sort deux nouveaux coupés, un sur la gamme de Clio et un sur la gamme de Mégane. Donc vous aurez bien des véhicules décoiffants. Donc, je continue sur la question des nouvelles mobilités. Donc, le véhicule électrique, c'est évidemment un des piliers essentiels de cette mobilité durable pour tous. J'aurais simplement rappelé sur ce slide que, également, vous le savez tous les constructeurs travaillent aussi à la réduction des émissions de CO2 sur l'ensemble de leur gamme thermique. Et Renault, évidemment, parmi eux tous, parce qu'on sort, par exemple, cette année, également 2 véhicules qui émettront moins de 100 grammes de CO2 par kilomètre. Donc à côté de ça, on voit se développer sur le marché de ce qu'on peut appeler des nouvelles mobilités, et dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque ça ne peut pas laisser les constructeurs indifférents. Comme image, pour situer ce dont on parle là, j'ai mis une photo d'un écran iPhone de Zipcar à Manhattan. Vous retrouvez là les personnes du covoiturage dont on vous a largement parlé ce matin, et puis également un tramway, parce qu'on va le voir, ces sujets de nouvelle mobilité posent la question de l'interconnexion, de la multimodalité. C'est une dimension qui me paraît tout à fait importante de l'évolution de la mobilité.
Alors, derrière ce concept de nouvelle mobilité, de quoi parle-t-on? Ce matin, on vous a largement parlé du covoiturage, donc je ne vais pas revenir. Je pense qu'il se développe une diversité d'offres, et ce qu'il faut bien voir, c'est que cette diversité d'offres répond finalement à une diversité d'usages et de besoins des usagers. Derrière le terme de car sharing pris dans un sens large, ce que nous, on traduit en autopartage, en fait, on met essentiellement un service qui est, effectivement, je suis abonné à un service et de manière automatique, quand j'en ai besoin, je réserve mon véhicule et j'ai un véhicule disponible dans un parking près de chez moi où je vais le louer pour quelques heures. Donc c'est un trajet qu'on appelle en boucle fermée, je prends la voiture à un point et je la ramène et je la rapporte au même point. En général, on peut constater que c'est des usages de 4 à 6 heures et des clients qui parcourent entre 60 et 80 km. Le modèle de ce nouveau service a été la société start-up Zipcar, qui a en premier développé sur une grande échelle aux États-Unis. En fait, ça existait depuis plus longtemps, puisqu'il y a aussi toute une série de coopératives qui avaient déjà développé ce type de service, comme par exemple Mobility en Suisse. Et ce qu'on peut constater, c'est que pour développer ce service, il y a besoin d'avoir un nombre important de véhicules installés dans la ville pour pouvoir mailler le territoire, puisque les critères de choix de ce service pour les usagers, c'est avant tout la proximité et la simplicité et le coût. À côté de ça, il y a un deuxième type de service qui est simplement émergent, ce qu'on appelle là le libre service, et qui est plutôt un service de trajet one-way. Je prends le véhicule à un point, je remets à un autre, et pour des trajets beaucoup plus courts, parce que c'est des trajets qui vont de 10 à 20 minutes. Le seul service qui existe comme ça aujourd'hui, c'est le service de Daimler, que Daimler a lancé à Ulm, Car2Go, avec 200 véhicules à Ulm, et qu'il est en train de tester à Austin, au Texas. Le projet d'Autolib, c'est un projet de véhicules électriques en libre service, en trajet one-way. Et ça sera le premier projet avec une dimension beaucoup plus importante, puisque là, vous le savez, on parle de 3000 véhicules et de 1000 stations. Donc le covoiturage, j'y reviens pas. Et puis derrière ces différents services, on voit se développer l'émergence de passes de mobilité, de unique device qui va permettre à chaque usager d'utiliser avec le même support un accès à des transports publics, un accès à des vélos et demain un accès à des véhicules en autopartage. Et derrière ça, va se développer l'idée de forfaitiser l'ensemble de ce coût de transport pour l'usager. Donc, ce qu'on peut se constater, c'est que tous les facteurs qui sont favorables à l'émergence de ces nouvelles mobilités sont aujourd'hui alignés. Donc, quel type de facteurs? Il y a d'abord évidemment tout ce qui concerne le souci d'environnement, ça je pense que ce n'est pas la peine d'y revenir, et derrière ce souci d'environnement partagé à la fois par les collectivités locales, par les politiques, par les industriels et par les citoyens, se profile une multiplication de régulations prises par les autorités publiques qui vont inciter à utiliser ces nouvelles mobilités, que ce soit électrique ou que ce soit en thermique, pour pouvoir effectivement limiter là aussi à la fois la congestion automobile et les émissions de CO2. Deuxième élément crucial, et on en a pas mal parlé aujourd'hui, l'émergence de ces nouveaux services n'est possible que grâce aux évolutions technologiques, et notamment tout ce qui est smartphone, puisque ça permet d'avoir en permanence un instrument qui vous permet de réserver un véhicule, ou bien si vous le prenez en libre service, de savoir où un véhicule se situe et de ne pas avoir à aller chercher. Troisième élément, l'élément économique. Donc ça aussi, on l'a abordé ce matin. Moi, j'y reviens parce qu'effectivement, on a fait, quand on a commencé à s'intéresser à ce marché, on a l'habitude de commencer par faire des enquêtes clients. On a fait des enquêtes clients sur des clients de Zipcar aux États-Unis et sur des clients de mobilité en Suisse. Et effectivement, on confirme que le motif d'adhésion à un autopartage, c'est avant tout un critère économique. On avait quand même en tête qu'on allait trouver un critère écologique, citoyenneté, etc. Non, c'est avant tout un critère économique, et puis évidemment c'est aussi un critère de proximité et de simplicité d'usage. Et on peut calculer que quand on n'utilise pas sa voiture de tous les jours, quand en fait on fait moins de 12 000 km par an, si on paye un parking, c'est plus intéressant de prendre de l'autopartage, puisque le grand bénéfice de votre véhicule
en autopartage qui vous attend dans le parking du coin de la rue, c'est que c'est un tarif horaire tout compris, y compris l'essence, y compris l'assurance, y compris le parking. Et vous savez ce que peuvent être les coûts de parking dans les villes. Et puis, dernier facteur qui, nous pensons, va encore accélérer l'émergence de ces nouvelles mobilités, c'est l'arrivée du véhicule électrique. Alors ça, pour deux raisons. D'abord parce que, comme le montrait Simon, le véhicule électrique est plus économique à l'usage, donc ça va améliorer le business model des autopartageurs, puisque au-delà de 15 000 km, entre 15 000, les voitures en autopartage roulent plus longtemps que les voitures en courte durée. En général, les sociétés d'autopartage gardent des véhicules pendant au moins 3-4 ans. Et donc, pour des véhicules qui roulent quand même de manière assez intensive avec un kilométrage autour de 30 000 km, le véhicule électrique apporte un coût d'usage économiquement très intéressant. Et puis, deuxième facteur, là du côté de l'offre, dans les villes qui prendront des mesures de restriction de circulation en centre-ville en autorisant l'accès que à des voitures électriques, si vous n'avez pas besoin souvent de votre voiture, ça sera pour le coup pas intéressant d'acheter une voiture électrique. Et donc, vous allez vous abonner à un service d'autopartage offert avec des véhicules électriques dans le centre-ville. Alors, ce qu'on constate dans ce contexte, c'est qu'on est en pleine structuration de ce marché, structuration des acteurs. Qu'est-ce qu'on trouve comme catégorie d'acteurs? On a des sociétés, ce qu'on appelle on peut appeler des pure players, c'est-à-dire des sociétés qui ont créé ce concept d'autopartage et qui ne travaillent, dont c'est le core business complètement, donc de type, j'ai déjà cité Zipcar, Mobilité en Suisse, on peut citer aussi Communauto au Québec. On voit arriver à côté de ces pure players, qui sont plutôt soit d'origine coopérative, soit d'origine start-up, on voit arriver des global players en provenance de différents métiers d'origine. Donc on a des loueurs courte durée, avec par exemple l'enseigne Connect by Hertz qui a été lancée par Hertz, et qui se développe maintenant un peu partout en Europe. On a Avis qui a lancé une première expérience de Okigo à Paris, mais qui probablement va continuer dans cette voie. Et puis Europcar n'est pas encore sorti sur ce sujet, mais on peut bien imaginer qu'ils y réfléchissent. Deuxième grand type d'acteurs, des opérateurs de transport public. Donc on a Transdev, que ce soit Transdev, que ce soit Veolia, que ce soit SNCF, tous ont déjà lancé des initiatives locales d'autopartage dans différentes villes en France. Et puis, on a les constructeurs automobiles qui s'y intéressent également, bien évidemment. Donc, j'ai cité l'expérience de Car2Go de Daimler. Peugeot, probablement vous avez pu voir ça, a sorti un concept MU, qu'il appelle MU, qui est en fait pas un service de mobilité, qui est une carte prépayée qui facilite la location de différents types de véhicules. Mais avec ce concept, il cherche à s'inscrire sur ce marché des nouvelles mobilités. Et je pense que, et pour Renault, si je suis là, c'est qu'effectivement, nous avons également lancé une réflexion stratégique sur ce marché. Alors, je crois qu'il y a deux aspects qui interpellent particulièrement les constructeurs. Le premier, c'est la conception, comment on va faire évoluer la conception de nos véhicules pour qu'ils soient le plus adaptés à un usage partagé. Donc, forcément, ça pose des questions en termes d'ergonomie, en termes de robustesse, en termes de simplicité d'usage, en termes de services connectés. Et puis, il y a une deuxième question qui est comment est-ce qu'on se positionne sur ce marché des nouvelles mobilités. Et on a lancé une réflexion stratégique là-dessus. Je ne vais pas vous apporter de réponse aujourd'hui, ni d'offres commerciales. On est en plein cœur de cette réflexion, mais je vais vous donner quelques pistes de nos réflexions. Donc, quel pourrait être l'intérêt pour un constructeur de devenir un opérateur du service de mobilité? C'est d'abord, évidemment, un intérêt de maîtrise de la chaîne de valeur. J'ai repris exactement la même chaîne de valeur que celle que vous a présentée Simon, et on voit que quand on vend un service de mobilité à un client, eh ben, on peut couvrir toute la chaîne et en fait y ajouter d'ailleurs deux éléments sur lesquels nous, Renault, on n'était pas présents du tout, le parking et le carburant. Et ce qu'on constate,
c'est que sur une chaîne de valeur traditionnelle, déjà aujourd'hui, Renault aujourd'hui, évidemment, fabrique et vend le véhicule, il distribue le véhicule, il vend du financement avec notre filiale bancaire, on fait aussi du fleet management avec notre filiale RCI, on a une société de fleet management qui s'appelle Overlease en France, on fait de la réparation d'entretien et on vend de l'assurance automobile, et ce qu'on constate, c'est que la marge qu'on fait sur les services, donc à partir de financement, est déjà quasi équivalente à la marge qu'on fait à la vente d'un véhicule à particulier. Donc, vous voyez que l'enjeu de cette maîtrise de la chaîne de valeur, c'est évidemment l'enjeu de capture de la marge la plus importante, qui, on le sait, et on le sait dans tous les produits, c'est pas simplement l'automobile, est en train de se situer de plus en plus sur le service par rapport à l'objet, par rapport au produit. Le deuxième intérêt extrêmement important, c'est un intérêt en termes de contact client et de type de clientèle. En fait, aujourd'hui, on constate que Renault est en contact direct avec des clients qui sont acheteurs de véhicules neufs ou qui sont acheteurs de véhicules d'occasion récents, parce que c'est ce qu'on vend dans notre réseau. Par contre, vous voyez qu'il y a une zone grise et qui est en train de s'élargir, qui sont les acheteurs de véhicules d'occasion anciens, en deuxième ou troisième main, qui ne sont pas dans notre réseau, et puis toute une série de ménages ou de personnes qui n'achètent plus d'automobile. Si je prends le cas de Paris, vous savez que 48% des ménages parisiens ne possèdent pas d'automobile. Donc, or, ces gens qui n'achètent pas d'automobile vont acheter un usage automobile. Donc on ne peut évidemment pas rester indifférent au fait que va croître de plus en plus un marché de clients qui veulent acheter un usage automobile sans avoir acheté une voiture. Deuxième élément qui est important, c'est que ce type de clients qui utilisent aujourd'hui une nouvelle mobilité, c'est beaucoup des jeunes. Toutes les enquêtes montrent qu'à 50-60%, c'est les moins de 35 ans. D'ailleurs, plus aussi des femmes que d'hommes. Alors que dans le même temps, évidemment, les jeunes achètent de moins en moins de voitures, et en tout cas, Renault est de moins en moins en contact avec des jeunes. La part des moins de 30 ans dans nos clients directs est tombée à 10%. Et pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des jeunes qui achètent des voitures, mais qui vont acheter des secondes ou troisième main. Mais on voit bien que là, il y a un vrai phénomène qui est en train qui va conduire à ce que l'accès à l'automobile pour les jeunes passe par un usage partagé d'automobile. Moi, je me souviens que mon immense fierté, ma première fierté, quand je suis allée m'acheter pour la première fois une voiture neuve. Et dès 18 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé mon permis. Bon, moi, je vois plein de gens autour de moi qui ont 25 ans, qui n'ont pas de permis et qui n'ont pas du tout comme projet d'acheter une voiture. Donc là, il y a un enjeu très important qui est avoir, grâce à ce service de mobilité, un contact direct avec des clients jeunes, pouvoir voir quel est leur usage de l'automobile, comment ils évoluent, quelle est leur attente de l'automobile, parce qu'il est bien évident qu'il va évoluer. Et donc c'est un contact en termes de contact client, fidélisation, et entrée de ces jeunes dans le monde de Renault, mais c'est également un enjeu dans la façon dont on concevra les voitures du futur. Parce que vous pensez bien que quand les clients, la moyenne d'âge de nos clients aujourd'hui, c'est 50 ans dans le G5, la moyenne d'âge de nos clients. Chaque fois qu'on fait des études clients, on s'adresse souvent à des clients qui possèdent une voiture. C'est pas ça qui nous amène à concevoir les voitures de demain qui sont le plus adaptées par rapport aux attentes des jeunes. Dernier enjeu, je pense, vraiment important dans cette évolution des nouvelles mobilités, c'est l'intégration de la mobilité automobile individuelle dans une chaîne multimodale. Ce matin, monsieur, vous le disiez aussi, on n'est pas dans cette évolution dans un rejet de l'automobile. Les automobilistes ont de l'avenir, c'est ce que vous avez indiqué. Par contre, il y a vraiment une rupture dans le fait d'utiliser l'automobile uniquement quand on en a besoin ou quand elle apporte un bénéfice de service qu'un autre transport ne va pas apporter. Alors évidemment, quand je vous parle de ça, il faut quand même dire qu'on est dans un univers, là on se consacre à un univers qui est que des densités urbaines ou périurbaines dans lequel il existe un important réseau de transport public.
Mais ce qu'on voit se dessiner, c'est que, alors que dans les 20 ou 30 dernières années, on était dans un schéma de concurrence entre les différents modes de transport, on avait des silos, le train, le bus, la voiture, il y avait des tas de débats sur la concurrence entre le train et l'automobile, vous vous rappelez ça. On est en train de passer dans une ère nouvelle, dans laquelle l'ensemble des moyens de transport vont être connectés les uns aux autres, et pour le plus grand bénéfice du client ou de l'usager, on a, pour l'ensemble de ces opérateurs de transport, à offrir une facilité d'intermodalité entre tous ces modes de transport. Et donc c'est pour ça que j'ai mis dans ce schéma l'usager au centre, parce que c'est bien ça l'enjeu, et on voit se développer à la fois des systèmes de portail d'information qui donnent aux usagers l'information sur tous les modes de transport disponibles, avec des routeurs qui permettent, multimodales, qui permettent de dire pour tel trajet, vous pouvez choisir entre telle connexion, tel service, et qui quantifie le moyen, le moins cher, le plus écologique et le plus rapide. Derrière ces portails d'information va arriver la question de données d'information trafic en temps réel. Et là, on a un enjeu important de disponibilité de données privées et de passage de données privées à des données en passage à des données publiques. Parce qu'aujourd'hui, l'heure d'arrivée de votre métro ou l'heure d'arrivée de votre bus, c'est une donnée privée de la RATP, et vous le connaissez que quand vous arrivez à la station. Demain, ça sera quand même beaucoup plus pratique de le connaître quand vous l'avez directement sur votre iPhone. Donc les portails d'information vont en fait maintenant se connecter, vont vous apporter ce type d'information. Et puis derrière ça, on voit se profiler l'idée, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un seul support qui permet de donner accès à la fois au bus, au tramway, au vélo. Et demain, c'est le cas déjà avec Navigo à Paris, et demain, ce Navigo donnera accès aux voitures d'Autolib. Pour pouvoir créer toute cette chaîne multimodale, de manière extrêmement simple, eh bien, ça conduit différents acteurs à travailler ensemble, alors que jusqu'à présent, ils se voyaient plus concurrents. Et donc, je crois que là, il y a vraiment une évolution très intéressante, qui est que quand on voit intervenir les opérateurs de transport public, les énergéticiens, puisqu'il y a aussi des questions d'infrastructure électrique, des technologies de communication, des loueurs courte durée, des opérateurs de nouvelle mobilité, et tout ça, bien évidemment, avec des collectivités locales qui jouent leur rôle d'autorité organisatrice de transport. Alors, juste en conclusion, peut-être deux grandes idées. Je crois que Simon vous a bien montré comment le véhicule électrique va répondre à un nombre important d'usages privés de l'automobile, mais vous avez compris ici qu'il ne répondrait pas à tous les usages automobiles. Donc c'est pour ça que nous prévoyons un marché du véhicule électrique de l'ordre de 10% à l'horizon de 2020, et que pour se développer, on est en pleine innovation, on est vraiment dans un schéma de rupture, et on sait qu'il y a un certain nombre de conditions très importantes à cette émergence. Et les conditions, elles portent principalement sur l'accompagnement des autorités publiques au départ à l'émergence de ce marché, avec un accompagnement financier, parce que le véhicule électrique au départ coûte plus cher qu'un véhicule thermique, uniquement pour des raisons de volume. Vous savez bien que l'industrie automobile est une industrie capitalistique qui a besoin de volume. À petite quantité, un moteur électrique, il n'y a pas de raison pour laquelle ça coûte plus cher qu'un moteur thermique. La seule raison pour laquelle, au démarrage, ça va coûter plus cher, c'est qu'on va en produire beaucoup moins. Donc, il y a besoin, au démarrage, de cette aide des gouvernements pour amorcer l'émergence de ce marché. Deuxième chose essentielle, c'est la disponibilité des infrastructures de recharge. Donc là, vous savez qu'en France, là, il y a eu le plan Borloo qui était annoncé au mois d'octobre avec 900 millions d'euros pour financer l'implantation de 75 000 prises en sphère publique et l'accompagnement en sphère privée. Il y a aussi la loi Relais sur l'environnement qui est en discussion actuellement au Sénat et qui prendra des dispositions sur l'installation de prises, le droit à la prise dans un univers privé. Et puis, il y a tout un accompagnement avec le changement des habitudes. Et je pense que le développement de l'autopartage avec des véhicules électriques dans des villes ou l'émergence de taxis électriques va y concourir fortement, puisque ça permettra
un nombre important de personnes de faire une première expérience électrique. Sur le marché de nouvelles mobilités, quelle perspective peut-on voir? Là aussi, on est dans des zones de territoire qui sont évidemment limitées à l'urbain périurbain. Les chiffres qu'on donne habituellement, c'est que ça pourrait concerner de 3 à 5% des populations de ces zones urbaines et périurbaines. Donc, on sera aussi dans un usage limité. Mais derrière ça, on peut se voir profiler un nombre important, vous voyez, 5 millions d'utilisateurs, selon les prévisions de Frost et Sullivan d'ici 2016. Donc je voudrais juste conclure cette présentation sur 2 questions qui me paraissent intéressantes. Je ne sais pas si vous allez les relayer dans le débat. C'est ce qu'on constate en Europe, c'est que les nouvelles mobilités sont finalement déjà développées pas mal en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Peu en France, très peu en France, en Espagne, en Italie. Alors, est-ce que derrière ça, il y a une question de comportement culturel, hein, vous savez, de comportement beaucoup plus citoyen des anglo-saxons par rapport aux latins, si je résumais de manière un peu caricaturale, ou pas? Est-ce que le fait que les jeunes sont les early adopters, ça va prendre le pas sur la question des différences culturelles, parce que je pense aussi qu'il y a des différences, il y a une communauté de comportement dans la jeunesse en Europe qui aujourd'hui, on voit bien, se dessine fortement. Deuxième type de question, quel est le rôle respectif sur ce marché des autorités locales et des entreprises privées? Donc, on voit bien que dans beaucoup de villes, ce sont les villes elles-mêmes qui prennent l'initiative de lancer un service d'autopartage, et en faisant cela, forcément à cause des procédures de réglementation des marchés publics, elles se mettent en situation d'accorder une délégation de service public de 10 ans à un service qui est de mobilité individuelle qui, normalement, on peut penser, relève d'un service privé et devrait relever d'une initiative privée. Donc attention, est-ce qu'il n'y a pas la substitution du public au privé? Est-ce que les finances publiques, y compris les collectivités locales, vont être à même de faire rentrer dans l'espace des services publics, finalement, la mobilité individuelle alors qu'elle n'était pas? Et est-ce que, quand on voit que sur Autolib, il va y avoir un DSP de 10 à 12 ans sur des véhicules complètement innovants, qui aujourd'hui n'existent pas dans la rue, avec une technologie qui, dans les 10 ans, va évidemment fortement évoluer, est-ce qu'on n'est pas dans un schéma qui est quelque part incohérent, hein, avec une délégation de service public aussi longue? Voilà, quelques questions juste. Merci beaucoup. Passionnant.